Nous pouvons poursuivre notre discussion et nous allons examiner de suite l'amendement numéro 161. Monsieur Prudhomme. Non, ça va être moi. Donc, Madame Taurine. Donc, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc, dans le cadre de la gestion des emplois et des parcours professionnels, le dialogue social dans les entreprises est précieux, notamment pour les revendications salariales. Donc, mobilité professionnelle, formation, contrat de travail, déroulement de carrière des délégués syndicaux notamment. Donner un blanc-seing par ordonnance pour un cadre de négociation aussi complexe, c'est à la fois dangereux pour le dialogue social et terrible pour les salariés et leurs défenseurs. Donc, favoriser et sécuriser les dispositifs de gestion et d'emploi, d'accord, mais pour qui en fait? Si c'est sécuriser pour l'employeur le droit de revenir sur les contrats de travail ou de délaisser question de formation, c'est une machine à chômage. Dans ces négociations, ce qu'il faut sécuriser, c'est le contrat de travail et ce qu'il faut favoriser, ce sont les formations de qualité. Par conséquent, cet alinéa est trop flou et donc inutile. Nous demandons qu'il soit retiré. Nous passons à l'amendement numéro 95. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Mes chers collègues, notre travail d'éducation populaire continue, prise de conscience sur les risques de cette loi. Nous voulons vous convaincre sur le bien fondé de nos propos et de nos intentions. Cet amendement vise tout simplement à protéger les salariés. En effet, cet alinéa qui vise à habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures favorisant les dispositifs de gestion des emplois et des parcours professionnels est en contradiction avec un des points de l'article 1 qui prévoit de pouvoir modifier la périodicité des négociations et donc potentiellement de réduire le nombre de négociations dans le temps. Nous demandons donc, après le mot « sécurisant » de l'alinéa 8, d'insérer les mots « dans l'intérêt des salariés ». Merci, Monsieur Ratenon. L'amendement numéro 107, qui est défendu, je le crois, par nos collègues de la France insoumise. Chers collègues. Fiat. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le droit positif, lorsqu'une compression d'effectifs est envisagée dans une entreprise, l'employeur a l'obligation d'informer et de consulter les représentants du personnel sur l'opération envisagée, selon les procédures qui dépendent de la taille de l'entreprise et du nombre de suppressions de postes envisagées. Cette procédure est identique quelles que soient les modalités de réduction de l'effectif, départ volontaire, licenciement économique ou un mélange des deux. En revanche, du point de vue individuel, bien évidemment, les modalités d'un départ volontaire ou d'un licenciement sont différentes. Le projet de loi d'habilitation prévoit de dorénavant différencier la procédure d'information et de consultation selon qu'elle aura pour objectif des départs volontaires ou des licenciements. De plus, il envisage d'améliorer la sécurité juridique de ces opérations au seul profit de l'employeur. Pourtant, il s'agit dans l'un comme dans l'autre cas de supprimer des emplois. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, nous demandons la suppression de l'alinéa 9 de l'article 4, car nous ne comprenons pas d'utilité à octroyer à l'employeur la possibilité de bâcler ce genre de procédure. Merci, Madame Fiat. Commençons par l'amendement numéro 160, qui sera défendu par Monsieur Prudhomme. Vous avez la parole. Merci bien. Rebonsoir, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Effectivement, cet amendement est un amendement de suppression de l'alinéa 10 de l'article 3 relatif à l'élargissement du licenciement pour motif économique. La loi El Khomri allait déjà loin quant au motif de licenciement. Et bien maintenant, avec cet alinéa, le périmètre d'appréciation du licenciement économique sera encore modifié. Aujourd'hui, les difficultés économiques d'une entreprise qui licencie sont appréciées au niveau du groupe, à l'échelle internationale. Le projet de loi permettrait que les difficultés économiques de l'entreprise s'apprécient sur le seul territoire français, même si le groupe auquel elle appartient est en bonne santé financière au niveau international. Vous, mes chers collègues, qui vous prévalez de connaître bien le monde de l'entreprise, vous n'êtes pas sans savoir qu'elles sont habiles, notamment les multinationales, à mettre leurs filiales françaises dans le rouge et accumuler leurs profits dans des paradis fiscaux. Encore une fois, c'est ainsi aller contre un principe du Code du travail et son contrôle par les juridictions françaises. C'est encore aller vers moins de garanties légales pour les salariés, évidemment. C'est la logique. Au nom du groupe de la France Insoumise, Madame la Ministre, nous vous disons attention, attention, car à la rentrée,
Lorsque les Français vont rentrer de vacances et se rendre compte du chamboulement total que vous êtes en train de faire et d'acter dans les entreprises, notamment que les dispositions en vigueur lors de leur départ ne sont plus les mêmes qu'à leur retour, ils vont avoir envie de se faire entendre. Un mouvement social d'ampleur dès septembre pourrait faire tanguer votre majorité et pour vous paraphraser, sans doute que plus de mobilisation pourrait devenir mieux de mobilisation. Bonne soirée. Merci, Monsieur Prudhomme. Nous passons à l'amendement numéro 159, qui est présenté, je le crois, par Madame Obono, à laquelle nous souhaitons un bon anniversaire. Et donc le meilleur cadeau, ce serait de voter pour la suppression des alinéas 11 à 16. Alors, le groupe de la France Insoumise propose en effet de supprimer les alinéas 11 à 16 de cet article 3, qui persiste et signe dans la direction de souplesse demandée aux salariés. Il s'agirait de modifier les règles de recours à certaines formes particulières de travail. Et il est simple de constater que la souplesse imposée est liée à ces formes particulières de travail mènera les salariés à réaliser le double alto arrière pour vivre ou survivre. Mais au fait, de quoi parle-t-on? On parle de modifier les règles de recours au télétravail et au travail à distance. Dans le rapport Melting, ex-d'Orange, qui préparait la loi El Khomri sur ce point, il était proposé de faire sauter les protections en matière de durée de travail et de repos, en étendant les possibilités de recours au forfait jour et en autorisant le fractionnement des repos quotidiens et hebdomadaires qui avaient été partiellement inclus dans cette loi. Avec cette ordonnance, on souhaite donc libérer plus clairement le travail des volontaires. Est-on sûr qu'ils sont ou qu'elles sont réellement volontaires? On parle de modifier les dispositions en matière de contrats à durée déterminée et de contrats de travail temporaire relatives aux motifs de recours à ces contrats, à leur durée, à leur renouvellement et à l'exception sur un même poste ou avec le même salarié. Couvrir un besoin permanent de l'entreprise par un contrat à durée limitée à l'avance est interdit. Raison pour laquelle la loi a encadré cette pratique en limitant notamment les cas de recours possibles à ces contrats courts, en limitant leur durée maximale et le nombre de renouvellements possibles. Ici, cela consiste à permettre aux accords de branche de se passer de ces contraintes en ajoutant des cas de recours nouveaux, un nombre plus important de renouvellements, ainsi que des durées plus longues, y compris avec le même salarié ou sur un même poste, permettant ainsi l'utilisation de ces contrats pour répondre à un besoin permanent de l'entreprise. On parle encore de modifier les règles de recours aux contrats à durée indéterminée, conclus pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Il s'agit de lier le salarié à un temps court, à la durée d'un chantier ou d'une opération. Merci. Avec la précarisation du quotidien, les CDD, les temps partiels et les intérims la connaissent déjà. Cette remise en cause des protections, au motif que le manque de flexibilité et le coût du travail empêchera les travailleurs d'embaucher est un leurre. C'est pourquoi nous demandons donc de voter pour la suppression de ces alinéas. La journée étant exceptionnelle, vous avez pu déraper de 40 secondes. Nous passons à l'amendement numéro 152, qui est présenté par Monsieur Prudhomme. Monsieur Prudhomme, vous avez la parole. Bonsoir. Donc, le recours au télétravail et au travail à distance doit être limité et non favorisé, car cela peut poser plusieurs problèmes. Il limite la possibilité de calculer réellement le temps de travail. Il peut être un moyen de ne pas respecter les dispositions relatives aux durées maximales du temps de travail et au repos obligatoire. C'est une façon subtile d'obliger les salariés à travailler davantage en les culpabilisant de ne pas avoir terminé leur travail à temps et en s'infligeant des heures supplémentaires non rémunérées. Le travail à distance et le télétravail cassent les collectifs de travail et par conséquent les collectifs de lutte au travail. Il revient à atomiser la structure de travail, laissant chacun seul face à ses problèmes. Le salarié est isolé, ne peut pas compter sur ses collègues pour l'aider dans une émulation collective, ni transmettre aux autres son savoir. Il est à craindre que cela soit une façon perverse d'attaquer les droits syndicaux en empêchant les salariés de s'organiser, qui constater les injustices de traitement entre eux, faute de pouvoir comparer leurs conditions de travail. On peut penser que la volonté de faciliter le recours au télétravail s'inscrit dans le cadre de l'individualisation et de l'ubérisation des conditions de travail. On peut penser que favoriser les conditions d'accès au télétravail vise à diminuer les obligations de l'employeur, principalement la prise en charge des coûts découlant du télétravail.
Il est à souligner que le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de contrat de travail à ce jour. Il pourrait le devenir, compte tenu du refus de cette Assemblée à considérer, en tout cas jusqu'à présent, la précarité de la situation des salariés, particulièrement si les licenciements sont favorisés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Prudhomme. Juste une petite remarque, mais Madame la ministre a été parfaitement concrète sur les éléments du télétravail. Moi, je suis très surpris de vos propos, je viens d'écouter attentivement, qui annoncent le télétravail, une vision du télétravail d'un autre temps, et vous le justifiez. Parce que, pour être très honnête, la plupart du temps où l'organisation au sein de nos entreprises s'organise en télétravail, c'est souvent à la demande du salarié. Et ça pose plus de problèmes, très souvent à l'employeur, pour s'organiser. Mais on le fait, comme l'a dit Madame la ministre, souvent parce que c'est plus facile, entre autres, en région parisienne, parce que les temps de travail et les temps de déplacement sont particulièrement compliqués. Mais ce qui m'étonne, alors je vais reprendre la formule de mon collègue Jumel, qui en général à cette heure-ci va nous redire, les masques tombent. Les masques tombent parce que vous avez utilisé un mot qui, je trouve, m'a choqué. Je préfère vous le dire directement, Monsieur Prudhomme. Vous dites, il faut, je ne suis contre le télétravail, quelque part c'était ça vos propos, parce que le télétravail empêche le regroupement des salariés pour organiser la lutte ou le respect de leurs droits. Je trouve ça complètement incroyable qu'au XXIe siècle, on puisse tenir de tels propos. Peut-être j'ai mal compris, vous aurez peut-être l'occasion dans cette séance de me l'expliquer plus approfondément. Merci. Merci, Monsieur Maillard. Monsieur Prudhomme, vous souhaitiez réagir à la position de... Oui, alors... Je vais vous répondre. Effectivement, de fait, les collectifs de travail seront mis à mal, et notamment quand il y en aura besoin, les collectifs de défense des salariés seront aussi mis à mal. Alors j'entends bien votre argument de dire que les salariés sont souvent demandeurs, ça n'empêche pas qu'on les alerte sur ce que va devenir le télétravail, où on nous présente ça comme le monde parfait de Madame la ministre du Travail, où c'est négocié avec des partenaires sociaux, dont on vient nous expliquer à l'article juste précédent, l'article 2, qu'on venait de les laminer. Donc moi je veux bien comprendre que les salariés vont négocier avec leur entreprise, donc d'accord, mais il n'y a plus de partenaires sociaux, parce qu'on vient de l'exprimer de fait. Donc le souci que l'on a, c'est que ce télétravail à la demande des salariés va finalement rapidement devenir un télétravail à la demande souvent de l'employeur, ou en tout cas subi par l'employé, voilà, sans moyen de pouvoir le choisir. Alors, nous avons Madame de Montchalin, Madame Grandjean, et on vous repassera la parole. Et bien sûr, et vous aussi, et on passera à la suite. Madame de Montchalin. Chers collègues, merci pour ces échanges. On voit souvent quand même que le monde du travail d'aujourd'hui est caractérisé par des règles très rigides en matière d'organisation pratique du travail. Et si nous voulons nous adapter aux demandes de nos concitoyens en termes d'équilibre de vie, de temps familial, et si nous concevons que la présence ne veut pas dire travail, le travail semble être une évolution à encourager à 3 égards. La première, c'est que c'est une évolution qui permet de vivre sans subir quotidiennement des temps de transport trop longs. La seconde, c'est que c'est une évolution qui peut stimuler la créativité des salariés en les laissant travailler dans d'autres lieux que dans des bureaux parfois peu propices à la concentration. Et la troisième, c'est que c'est une évolution qui peut soutenir un aménagement du territoire plus équilibré, alors que nous savons la congestion importante de certaines de nos zones urbaines. Le télétravail ne veut pas dire qu'on ne vient jamais voir ses collègues, mais que l'on met la confiance au cœur de la relation entre les employés et les salariés et les employeurs. J'étais moi-même, il y a quelques jours encore, une salariée qui ait pu bénéficier ponctuellement de dispositions de télétravail. J'ai 3 jeunes enfants et je peux vous dire que c'est une disposition auquel j'ai trouvé de vrais avantages dans mon organisation professionnelle et dans mon organisation familiale. Je l'ai vécu comme une chance et je souhaite que d'autres puissent en bénéficier dans un cadre clarifié. Merci. Merci, Madame de Montchalin. Monsieur Jumel, vous avez la parole. J'avais décidé d'être plutôt tranquille, mais puisque mon collègue m'invite à faire tomber les masques, je veux réagir. D'abord, Madame la ministre a rappelé
que le télétravail est une réalité, mais peut-être a-t-elle oublié de préciser qu'il est quelquefois choisi, le télétravail, et dans ces cas-là, c'est quelque chose de positif, mais qu'il est aussi souvent subi. Les difficultés de transport, le coût des logements à proximité du lieu de l'entreprise, les difficultés de mode de garde qui pèsent notamment sur les femmes qui doivent assurer non seulement les charges de la famille, mais le travail en plus. Les difficultés accumulées lorsqu'on est à domicile. Mais c'est les réalités. Enfin, vous vivez au pays de oui-oui, des start-up et de oui-oui. Du monde parfait, du luxe, du calme et de la volupté d'En Marche et du monde parfait, alors que les réalités économiques et sociales de nos habitants sont différentes. Et donc, ces réalités de gens qui subissent le télétravail sont aussi celles-ci. Et donc, moi, je m'étonne des velléités de notre collègue à cette heure-ci, mais je trouve que plus le débat se développe, plus les gens d'En Marche se sentent pousser des ailes, et plus l'approche libérale de leur histoire sociale, de leur histoire politique, de leur origine, transparaît dans l'idéologie du texte qui nous est présenté. Merci, Monsieur Jumel. De manière très exceptionnelle, nous passons la parole au président Mélenchon. Merci. Je voudrais d'abord remercier notre collègue pour son interpellation, parce que je demande qu'on le comprenne bien. Ne nous faisons pas l'injure mutuelle de nous croire plus bêtes que nous ne le sommes les uns ou les autres. Nous relevons de deux philosophies différentes de la relation au travail, qui est plus complexe pour nous, puisque nous considérons le travail à la fois comme une œuvre, au sens d'Hannah Arendt, et comme une servitude. Vous le considérez d'une manière générale comme une œuvre, peut-être parce que d'un point de vue social, lorsqu'on parvient à un certain niveau de qualification, on a tendance à croire que ce qu'on fait est le résultat d'un don plutôt que d'une qualification. Mais je mets ça de côté. Vous dites que vous vous étonnez d'entendre un collègue faire appel à l'idée de la lutte. Mais oui, on vous a dit depuis le début, on ne s'en cache pas. Nous croyons que les relations de travail ne sont pas des relations libres dans leur aspect social. Ce sont des relations dans lesquelles interviennent une confrontation d'intérêts. C'est pourquoi nous croyons à l'action collective. Vous nous entendez dire que ça. Depuis le début, nous sommes pour les syndicats, contre l'individualisation des rapports sociaux, etc. Et je comprends que vous n'ayez pas ce point de vue. C'est pourquoi je me suis permis de vous interpeller en vous disant qu'au XVIIe siècle, vous auriez été parfait, pardon de vous le dire, madame, vous aussi. Parce qu'à l'époque, en effet, on donnait du travail à la maison. Ce n'était pas du télétravail, mais on assemblait des petites pièces. Et pour tenir la cadence, on faisait travailler les enfants, et ainsi de suite, parce que ça ne leur faisait pas de mal. Écoutez-moi. Mais non, je termine. Je ne veux pas vous caricaturer, je ne dis pas que c'est ce que... Mes chers collègues, laissons le président Mélenchon terminer. Vous ne m'écoutez pas parce que vous vous en référez à la caricature que vous croyez entendre. Je vous dis que le télétravail, heureux, ça y est, vous avez tout compris, vous avez tout réglé, le télétravail est bon. Non, nous sommes dans une ère d'incertitude dans l'évolution des formes du travail. Et il est donc normal que ceux qui sont, du fait de l'histoire, toujours vigilants, veuillent y mettre des protections, des garanties. Mais vous le savez, il y a ici un assez grand nombre de cadres pour savoir que tous, nous avons revendiqué, je me mets dedans, le droit à déconnexion. Mais oui, c'est donc bien le symbole du fait que nous savons qu'il y a une limite à ce télétravail et à ce lien qui se crée par la plateforme Internet. Voilà de quoi nous vous parlons, et de rien d'autre. Merci, Monsieur Mélenchon. Des protections à prendre contre une esclavagisation 24 heures sur 24 de celui qui est relié par le télétravail. Par Monsieur Ratenon. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'amendement que nous débattons vise à encadrer le télétravail et le travail à distance. Dans certains cas, le télétravail est utile et nécessaire. Je pense notamment aux personnes en situation de handicap moteur, temporaire ou permanent. Cependant, dans le contexte actuel d'ubérisation de la société, nous voulons que le recours au télétravail soit encadré. En effet,
Ce que vous proposez, Madame la ministre, pourrait permettre aux employeurs de contourner leurs obligations de décompte du temps de travail et casser les collectifs de travail. Ce dernier, en effet, rend donc cet alinéa contraire à l'article 12 qui prévoit de favoriser l'implantation syndicale dans les entreprises. Nous demandons que cet amendement soit accepté, tant pour protéger les travailleurs que pour donner un peu de cohérence à ce texte. Donc, à l'alinéa 12, de substituer au mot « favorisant » le mot « encadrant ». Merci. Merci, Monsieur Rattenon. Et nous passons à l'amendement 164, défendu par Madame Autain. Madame Autain, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous nous soumettez un alinéa qui a pour but de faciliter les obligations de l'employeur en ce qui concerne le télétravail. Donc je vais poursuivre un peu la discussion sur le télétravail. Au fond, nous sommes pour la liberté, mais pas pour un libéralisme dans lequel on ne prend pas en considération l'asymétrie dans le rapport entre l'employeur et l'employé et dans lequel on ne prend pas en considération les contraintes. Si vous voulez un développement dans lequel finalement il y a des cités dortoirs d'un côté et des bureaux à l'autre bout d'une métropole, par exemple, ou d'un territoire, on s'en fiche et on dit on va développer le télétravail plutôt que de se dire que le développement territorial doit faire en sorte que tout le monde peut aller travailler dans un lieu collectif à un endroit et de pouvoir dormir sans être obligé de faire des transports littéralement inhumains. Si vous prenez la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la même manière, la réduction du temps de travail pour tout le monde et des modes de garde pour les enfants, voilà des solutions qui peuvent permettre de concilier ce qui aujourd'hui est littéralement inconciliable. Donc comme le temps partiel, c'est comme le temps partiel, c'est les mêmes types de préoccupations que nous avons. Faisons très attention, des femmes disent choisir le temps partiel, mais elles le font parce que l'équation est intenable et qu'en effet leur vie est aujourd'hui, dans la société actuelle, facilitée. Donc ne nous renvoyez pas à un monde d'avant, nous pensons le monde précisément d'après. Et notre préoccupation, c'est de permettre la liberté véritable de choix. Et c'est pourquoi, sur cet alinéa, nous demandons tout simplement de le compléter pour renforcer la possibilité pour le salarié ou la salariée de refuser un poste de télétravail et de rappeler que le refus du salarié ou de la salariée ne peut être un motif de licenciement. Voilà la liberté véritable, c'est la protection de celles et ceux qui doivent pouvoir choisir pas dans un monde contraint, mais dans un monde de liberté véritable que ne permet pas le libéralisme. Merci Madame Autain. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Oui, merci Monsieur le Président. Concernant cet amendement, il est déjà satisfait par le droit en vigueur, parce qu'en effet, le Code du travail prévoit déjà explicitement, chers collègues, que l'absence d'acceptation du télétravail par le salarié ne saurait en aucun cas constituer un motif de licenciement. C'est l'article L1222-9 du Code du travail. Madame la Ministre. Même avis, c'est déjà dans le droit. Merci Madame la Ministre. Monsieur Balanant voulait réagir. Monsieur Balanant réagit et vous aurez la parole juste après. Mais je réagis juste pour dire que je suis d'accord avec vous, Madame Autain. Et je pense qu'on est nombreux à être d'accord avec ce que vous venez de dire. Et c'est votre position caricaturale, comme M. Mélenchon tout à l'heure, qui oppose et qui nous fait reposer sur des... Enfin, vous nous posez sur un postulat. Vous seriez... comment dire, nous serions des libéraux, voire des ultra-libéraux, et vous seriez les tenants de la protection sociale, etc. Mais ce n'est pas ça du tout. Et la philosophie du texte, elle n'est pas là. Elle est de concilier un monde nouveau avec les réalités quotidiennes des Français. C'est ça la réalité du texte. C'est que le monde change. Et quand le monde change, on a deux solutions. Soit on se recroqueville, soit on se cabre. Et ça ne marche pas, ça casse. Donc à un moment donné, il faut que... se courber, ça fait très mal de se courber. Monsieur Jumel, je suis grand, j'ai souvent l'habitude de me courber, ça fait mal. Donc, on ne se courbe pas. Là, on évolue. On adapte au monde qui change. Merci, Monsieur Balanant. Madame Autain. Non, mais c'est juste de remarque. Le monde change, mais c'est nous qui décidons dans quel sens on a envie qu'il évolue. Donc, c'est absurde de dire... S'il vous plaît. En l'occurrence... si. S'il vous plaît. Excusez-moi, il n'y a pas le monde qui change et on s'adapte au monde. Il y a le monde qui change et la démocratie et la politique qui décide de la société dans laquelle nous voulons vivre. Chers collègues. Je voulais juste intervenir sur un point. On Allez-y, me dit Madame c'est dans Autain. le droit. Mais attendez, on me dit c'est dans le droit. C'est l'article je ne sais quoi. Mais là,
qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Donner pouvoir au gouvernement pour modifier le droit. Donc c'est pour ça que nous faisons cet amendement, c'est que nous avons l'inquiétude de savoir comment vous allez modifier ce droit. Et nous voulons avoir la certitude que vous permettrez que les employeurs n'aient pas tout pouvoir en la matière. Nous passons à l'amendement numéro 374, qui est proposé par M. Jumel, présenté par M. Jumel. Oui, Monsieur le Président, on nous a parlé du nouveau monde, je veux vous parler du monde dans lequel nous vivons. Ce matin, en commission économique, on nous a parlé de la société des héritiers, dans laquelle les inégalités territoriales se creusaient. Et en matière d'inégalités territoriales, l'accès aux nouvelles technologies, à Internet, au haut débit, lorsqu'on vit hors de métropole, est une réalité que vous semblez oublier. De ce point de vue, je vous invite à réfléchir sur la manière dont on met en œuvre le télétravail quand son entreprise est dans la métropole à Rouen et qu'on habite à Blangy-sur-Brel, pour citer un exemple qui correspond à mon territoire, à Blangy, où l'accès à Internet ne permet pas le télétravail dans de bonnes conditions. Vous voyez bien que là, il y a dans le monde réel, qui n'est pas le nouveau monde, une inégalité dans le dispositif que vous nous présentez comme une avancée. Par ailleurs, donc, cet amendement vise à faire en sorte que lorsque le télétravail est choisi ou lorsqu'il risque d'être subi, on puisse accompagner le salarié dans les dépenses inhérentes et dans les questions de sécurité, de santé, de repos par séquence de 11 heures, inhérentes au télétravail, les frais d'Internet, les frais de santé, les frais de sécurité, le respect de sa vie personnelle et familiale, les 11 heures de repos quotidien obligatoires, le droit à la déconnexion. Le sens de cet amendement est de permettre tout cela en insistant sur le fait que selon l'endroit où on habite, selon qu'on ait la chance d'être né du bon côté de la barrière, le télétravail n'a pas tout à fait la même réalité. Merci, Monsieur Jumel. Monsieur le rapporteur. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste un point, effectivement, on peut considérer que le télétravail n'a pas le même intérêt selon les différents postes, mais ce n'est pas une question d'endroit où on est né, c'est en fonction du métier que l'on fait, des compétences que l'on a. Donc c'est cela, je pense, la différence. Simplement, l'amendement qui était soutenu par notre collègue visait à préciser, Monsieur le Président, les obligations de l'employeur. Alors effectivement, mais elles existent déjà, elles sont déjà codées, ces obligations, organisation d'un entretien annuel avec le télétravailleur, la prise en charge de tous les coûts qui sont liés au fait de mettre en place le télétravail, c'est à la charge de l'employeur. La priorité d'ailleurs qui est accordée aussi aux salariés pour reprendre son poste s'il ne souhaite plus être télétravailleur. Donc vraiment, chers collègues, il y a déjà plein de choses dans le code pour que ça se passe bien. Et c'est ça qu'on essaie de partager, que j'essaie de partager avec vous. Donc moi, je pense qu'il faut maintenir la rédaction actuelle ouverte. Et c'est en cela que je suis défavorable à cet amendement, Monsieur le Président, et que la Commission repousse. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Même avis défavorable que le rapporteur. Merci. Madame Obono, vous souhaitiez réagir? Je voudrais revenir sur un point, y compris par rapport à l'intervention de départ, sur le fait que le monde change, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Le monde change et évolue depuis des siècles et des siècles, et y compris en termes d'adaptation, ce sont les salariés qui, depuis des années, s'adaptent justement et sont flexibles sans cesse et sans cesse. Donc, de ce côté-là, les rigidités ne sont pas du côté des salariés. Et plus fondamentalement, je voulais rajouter un point sur la question du travail et l'idée que pour nous les collectifs de travail sont importants pour la lutte mais sont aussi importants pour le travail parce que le travail est avant tout une activité sociale, parce que c'est parce qu'on est au milieu de ses collègues qu'on peut échanger l'expérience, qu'on peut échanger les bonnes pratiques. C'est ce lien social là qui fait d'abord le travail et c'est cette intelligence collective que vous allez casser parce que vous avez une vision individualisée du travail. Et dernier point, vous évoquiez tout à l'heure les problèmes que posent des conditions de travail, des locaux exigus. Mais dans ce cas, il faut intervenir sur ces conditions de travail. Il faut donner les moyens aux CHSCT, plutôt que de les fusionner et d'encombrer encore plus leur travail, de pouvoir alerter. Et y compris parce que ce sont des cadres collectifs, il peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir de la solidarité. Donc au contraire de votre volonté, qui est certainement légitime et favorable, vous allez
empirer les conditions individuelles de travail sans donner les moyens d'une réaction collective pour se protéger, pour faire un meilleur travail et pour effectivement faire un rapport de force quand c'est nécessaire. Merci Madame Obono. Monsieur Rebeyrotte, vous avez la parole. Oui, simplement, chers collègues, on ne doit pas vivre la même réalité. Moi, je viens d'un secteur rural où d'abord le télétravailleur n'est pas forcément isolé. Il y a des espaces de coworking, il y a des espaces partagés pour les télétravailleurs et où le télétravail repose beaucoup, et même exclusivement sur le volontariat, et où en plus il permet de maintenir des emplois qualifiés dans des secteurs ruraux et de faire en sorte que des familles de cadres, mais pas seulement de cadres, puissent s'implanter, rester et, j'allais dire, travailler dans de bonnes conditions. Donc on ne vit vraiment pas la même réalité. Monsieur le Président, peut-être y a-t-il plusieurs malentendus dans ce débat qui le rend si crispé à certains moments. Notamment, j'en prends qu'un exemple, vous dites il y a des protections, fort bien. Mais l'ordonnance, précisément, défait tous les mécanismes de protection en vue d'en instituer d'autres. Vous voyez, je ne me prononce même pas sur leur signification réelle. Donc nous sommes fondés à en parler. Quant au télétravail, soyons clairs, nous ne sommes pas des canuts qui nous préparons à détruire les machines. Aucun d'entre nous ici, vous nous avez entendu dire, pas question qu'il y ait du télétravail, nous interdirons les connexions. Bien sûr que non. Mais comme ce sont des conditions radicalement nouvelles, j'admire ceux qui ici ont des certitudes en bronze sur le sujet. Pas mon cas. Et je pense qu'on fait bien de réfléchir, parce que vous verrez, le jour où vous allez croiser télétravail et imprimante 3D, que tout ce dont nous sommes en train de parler va prendre un sacré coup de vieux. Et c'est pourtant ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Donc autant qu'on prenne des précautions. Et vous voyez bien qu'on ne parle pas de la même chose. Si on parle du télétravail de celui, le cadre, qui est chez lui et qui travaille, qui trouve ça très bien, peut-être. Mais nous savons tous que c'est un empiètement sur la vie privée. Quelqu'un qui dit le contraire ne l'a pas vécu. Mais quand vous êtes à des coworking, comme vous le dites tout à l'heure, c'est-à-dire des lieux de travail, télétravail collectif, c'est encore autre chose, parce qu'il s'agit du travail collectif, mais dépendant de plusieurs entreprises différentes. Donc, ce que nous voulons dire, ce n'est pas à bas le télétravail, ce n'est pas à bas la connexion, c'est essayons de réfléchir à quelles garanties on se donne pour que le monde reste vivable. Mais ce n'est pas nouveau que le monde change. Dans la fin des années 60-70, les auteurs de science-fiction projetaient sur le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des robots. Toute la discussion, elle a en quelque sorte déjà eu lieu dans les bouquins d'Asimov sur les robots. Eh bien, sur le télétravail et les gens qui ne voient jamais personne, parce qu'ils restent entre eux, vous avez les cavernes d'acier, je vous invite à le lire. Il imaginait que tout le monde deviendrait agoraphobe. Bon, ce n'est pas le cas. Mais c'est pour dire que nous avons intérêt à nous projeter et pas simplement chanter des alléluia parce que quelque chose de nouveau surgit. Comment la société va-t-elle vivre ça? Voilà, c'est ça. Nous nous disons, pardon, je finis là-dessus, c'est notre camp, c'est notre famille. C'est vrai peut-être que vous nous trouvez exagérés à vouloir à tout prix nous garantir des protections. Mais nous ne voulons que ça, rien d'autre. Nous garantir des protections dont le rapporteur nous dit qu'elles existent, mais vous nous faites des ordonnances où il n'y en a plus aucune. Voilà le point de vue sous lequel nous nous situons. Nous passons à l'examen des amendements identiques 158 et suivant. La parole est à Monsieur Coquerel. Bien, chers collègues, j'aimerais en tout cas que vous lisiez avec attention le texte que nous proposons de supprimer. On propose en effet de modifier les règles de recours à certaines formes particulières de travail. Et l'alinéa 13 explique que ces certaines formes particulières de travail ne sont rien de moins que les contrats à durée déterminée et le contrat de travail temporaire, dont on sait qu'il se développe dans la société de manière totalement contrainte, et non pas par la liberté et le bon vouloir des salariés, notamment pour les jeunes. Et ce qu'on nous dit là, c'est qu'au lieu que ce soit la loi qui encadre ces règles qui se sont déjà largement assouplies depuis plusieurs années, eh bien désormais, et il faudra m'expliquer pourquoi, ce sont les accords de branche ou les conventions qui pourraient décider des motifs de recours, de leur durée, de leur renouvellement et de leur succession sur un même poste. J'espère que vous n'allez pas me répondre en me disant que plus d'instabilité procure plus de stabilité ou que cette fois-ci encore, il s'agit de protéger les salariés à l'insu de leur plein gré. Parce que ça serait vraiment en deçà du texte que vous allez vous apprêter à vouloir faire adopter à cette Assemblée. Il ne s'agit rien de moins que de fragiliser encore le CDI. Votre texte, de manière globale, et cet alinéa le montre, est une arme de destruction massive contre ce qui fait normalement la norme du travail en France, c'est-à-dire le CDI.
Au moins, soit reconnaissez-le et expliquez-nous pourquoi ce serait là encore un avantage pour l'emploi et les salariés, ou sinon, acceptez notre amendement en le supprimant. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, avis défavorable. Peut-être une explication pour préciser les intentions. D'abord, ce sujet a été rajouté dans le bloc 1 sur le sujet des accords de branche, c'est-à-dire les sujets sur lesquels, s'il y a un accord de branche, il est verrouillé, ça veut dire qu'il s'impose aux entreprises. Donc, ça veut dire que l'entreprise ne peut pas intervenir directement sur ces règles. Ça doit être la branche ou, en supplétif, la loi. Deuxième aspect, pourquoi nous l'avons mis dans le projet de loi d'habitation, c'est à la demande d'organisations syndicales qui pensent qu'aujourd'hui, il faut justement, entre partenaires sociaux, en ayant la connaissance du secteur, pouvoir moduler un certain nombre de choses. Alors, tout ne sera pas modulable. Le cadre légal reste sur des sujets essentiels, comme le fait qu'il y ait une durée limitée, un nombre limité de renouvellement ou la prime de précarité. Il y a un certain nombre de règles plus détaillées sur lesquelles, et c'est ce qu'ils ont demandé d'appeler la gestion de la qualité de l'emploi, eux se font confiance à eux-mêmes. Je ne pense pas que les organisations syndicales vont accepter n'importe quoi. C'est elles qui demandent de discuter ces sujets pour pouvoir adapter les règles CDD intérim sur les spécificités du secteur, dans l'intérêt, évidemment, dans leur esprit des salariés. S'il n'y a pas d'accord, de toute façon, le supplétif légal s'applique, y compris dans les détails qui pourraient être du sujet de la branche. Enfin, je rappelle que ça ne concerne en rien le CDI, c'est clairement défini. Le CDI reste la norme et il n'a pas de définition différentielle selon les branches. Si Madame la ministre, Monsieur Coquerel, vous souhaitez réagir à la position de la Commission ou du gouvernement. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, eh ben non, j'ai pas confiance. Voilà, je vais vous dire, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance quand vous nous expliquez au fur et à mesure qu'un texte est prouvé soi-disant par des organisations syndicales. Quelles organisations syndicales? Pour l'instant, j'ai vu une organisation se réjouir de l'entièreté de ce texte. C'est le MEDEF. D'accord? Ce n'est pas tout le patronat, c'est une organisation idéologique qui se bat très clairement pour le capitalisme financiarisé et c'est cette organisation qui se réjouit. Non, je n'ai pas de confiance quand on m'explique qu'il ne s'agirait pas en réalité d'assouplir le CDD. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi revenir sur la loi? Vous nous dites, madame, il n'y a pas là recours au fait de jouer sur le renouvellement. Mais si c'est écrit dans votre texte, renouvellement, succession, durée, motif de recours, alors qu'est-ce qu'il reste dans ces cas-là de la loi qui protège et qui encadre, comme l'a dit mon collègue communiste, le CDD jusqu'à maintenant? Donc je vous le dis, y compris, madame, y compris ce que vous pourrez faire de ces ordonnances, si jamais éventuellement ça peut s'étendre à des accords d'entreprise, je n'ai pas confiance. Et l'article qui suit, on va en parler, sur le CDI, me montre qu'en réalité, et je pense que les collègues devraient l'écouter, vous êtes en train de détruire le CDI en France. C'est ça la réalité. Merci Monsieur Coquerel. La parole est à Monsieur Coquerel pour l'amendement numéro 156. Bien, cet amendement porte sur l'alinéa 4 de l'article 3 qui, j'allais dire, continue un petit peu le travail de destruction du CDI dont je parlais. Il s'agit en réalité de généraliser le contrat à durée indéterminée de chantier qui est très réglementé dans le secteur du BTP, d'ailleurs relativement peu utilisé, et cette fois-ci de le généraliser après accord de branche à tous les secteurs. Et là encore, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de CDI, c'est-à-dire du caractère indéterminé d'un contrat, dès lors qu'il est contraint dans le temps et déterminé dans le temps. Par exemple, est-ce qu'on considérera qu'un contrat à durée indéterminée d'un vendeur qui fait des soldes deviendra un contrat à durée indéterminée? Est-ce que ça ne sera pas un contrat à durée indéterminée de chantier? Bon, on voit bien là qu'on atteint, j'allais dire, le paradoxe de votre réflexion orwellienne, où on fait exactement l'inverse de ce qu'on affirme, c'est-à-dire on dit garder le CDI et en fait on le mine de tous les côtés. D'autant plus qu'on remarquera que saute éventuellement dans ces cas-là la prime de précarité qui est liée au contrat temporaire ou au CDD, et que donc c'est le CDD, le contrat précaire, avec aucun des avantages qui accompagnent en théorie ce type de règles. Voilà, moi je crois que là encore je m'adresse à mes collègues d'En Marche. Je ne sais pas si à cette heure tardive ils pourront mesurer l'ampleur des transformations qu'ils sont en train de faire dans le droit social français, mais je serais eux, je m'interrogerais sur l'application de cette loi, ce que ça va procurer, et de leur retour dans leur circonscription quand ils expliqueront qu'effectivement ils ont voté, là encore, la poursuite de la destruction du CDI. J'espère que ça les fera réfléchir. Merci. Merci Monsieur Coquerel. Monsieur le Président, mon avis sera défavorable sur ces amendements. Je voudrais
préciser un certain nombre de points. Premièrement, je rappelle à tous qu'il y a des différences importantes entre le CDI et le CDD. Ça n'est pas pour rien qu'il y a une aspiration à sortir de la précarité et à aller vers le CDI. Et les CDI de chantier sont bien des CDI dans le sens de ce que je veux dire. Premièrement, il y a le droit à la formation, qui est beaucoup plus important. Deuxièmement, les indemnités de licenciement, il y a des indemnités de licenciement si ça s'arrête et dont le montant augmente avec l'ancienneté. Et troisièmement, sur la feuille de paye, il n'est pas marqué CDI de chantier, il est marqué CDI. Et là, c'est clair que vous pouvez emprunter, vous pouvez vous loger, ce qui est le drame aujourd'hui des jeunes. C'est la difficulté, c'est non seulement la précarité, c'est la double peine, c'est qu'on ne peut même pas avoir d'autonomie dans la vie. C'est pour ça que les organisations syndicales et patronales sont prêtes à en discuter dans le cadre d'accords de branche. Pourquoi accords de branche? Car il y a des vraies différences de métiers. Il y a les métiers où ça ne se justifie absolument pas. Mais il y a des métiers où, par nature de métier, il y a beaucoup de chantiers. J'ai parlé déjà des grands chantiers de transformation numérique. D'ailleurs, Syntec a fait un accord très équilibré sur ce sujet. C'est le cas de la construction déjà depuis des années. Donc il y a bien une notion de métier. Il y a des métiers où ça n'est pas pertinent, où il n'y a pas de raison d'avoir un contrat de chantier. Mais là où il y en a, c'est plutôt une aide à la sortie de la précarité. Et c'est pour ça qu'ils souhaitent en négocier. S'ils ne négocient pas, le contrat de chantier ne s'applique pas. Et en aucun cas, il est question de le faire au niveau directement de l'entreprise. Alors, on a un certain nombre d'exemples aujourd'hui. J'ai parlé de STX tout à l'heure. Il y avait un pacte pour embaucher aux côtés des salariés un certain nombre de jeunes et de demandeurs d'emploi. Ça n'a pas pu être possible. Il y avait un accord de formation. Ça sortait toute une série de gens de la précarité. Donc je pense que justement, ça peut être un des chemins si c'est bien encadré par les partenaires sociaux. Et ça, moi, je fais confiance au dialogue des partenaires sociaux dans la branche. Je suis sûre qu'il y aura quelque chose d'équilibré s'il faut un accord. Ça peut permettre, dans un certain nombre de cas, à des demandeurs d'emploi, à des salariés, de sortir de la précarité infernale des CDD et de l'intérim pour aller vers le CDI de chantier, qui est un CDI et qui est déjà une vraie marche et qui est vraiment une approche vers un CDI plus généralisé. Donc je crois que c'est pour ces raisons-là qu'ils souhaitent en négocier et c'est pour cela que nous souhaitons leur donner la liberté de négociation, évidemment dans le bloc 1, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dérogation dans les entreprises, ce seront les conditions de la branche qui s'appliqueront, encadrées par la loi. Merci Madame la Ministre. Monsieur Ruffin avait demandé la parole pour réagir. Non, mais avant de partir, on a eu une petite à la République, là. Puis après, j'ai eu un problème de serrurerie. Mais avant de partir, j'avais posé une énigme à monsieur le rapporteur et puis aux députés de La République En Marche. Même si ce n'est pas mon tour de débat, garde, parce que les bancs sont déjà bien garnis du côté de la France Insoumise. Mais je me suis dit, je vais repasser, il y a de la lumière. Ils ont eu un temps de réflexion. Peut-être que vous en avez discuté en mon accent. Je vous rappelle l'énigme. On a la suppression dans une entreprise que vous connaisserez très bien, monsieur le rapporteur, puisque vous en avez été le DRH, à savoir Auchan, on a la suppression de 870 CDI. Dans le même temps, les bénéfices de cette entreprise ont augmenté de 14%, les dividendes ont augmenté de 75%. Gérard Mullier, le patron de cette entreprise, c'est 25 milliards d'euros avec une partie de la fortune familiale qui s'est réfugiée en Belgique. Je pense que c'est une injustice qui, sur les bancs de cette Assemblée, vous fait tous bondir. Maintenant, quand on est à faire une pareille agression économique, la loi est normalement là pour s'interposer entre l'agresseur et l'agressé. Or, je vous demande, parce que pour moi c'est une énigme, qu'est-ce qu'il y a dans votre texte qui permet de limiter la voracité, monsieur le rapporteur, de votre ancien patron ? Est-ce que c'est les indemnités plafonnées pour les prud'hommes ? Est-ce que c'est le contrat de projet ? Est-ce que c'est les CHSCT ? Est-ce que c'est... Moi, je lis ça comme, au contraire, une liberté, davantage de liberté laissée aux prédateurs. Et je ne sais pas si c'est ce modèle social-là qu'on veut faire perpétuer. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur Ruffin. La parole est à monsieur Marie Lossian. Merci, monsieur Ruffin. Monsieur le Président, mes chers collègues, pardonnez-moi si j'ai pris quelques notes. Je voulais juste vous faire part de quelques réflexions depuis le début de ce débat. Depuis le début de la semaine, j'ai écouté avec attention et respect les interventions de nos collègues estimés insoumis. J'ai eu l'impression, franchement, de recevoir un cours magistral sur le droit du travail, sur l'entreprise et sur la défense des salariés.
Certains semblent posséder ce que certains appelaient le monopole du cœur, pardon, le monopole du droit du travail, pendant que les jeunes députés marcheurs que nous sommes ne seraient que de braves, je dirais de bien braves, suppôts d'un grand capital, instruments à l'insu de leur plein gré, nous avons entendu l'expression tout à l'heure, d'une lutte des classes du XXIe siècle. Bref, des idiots utiles au service du grand patronat. Je me suis alors demandé, avec humilité, j'insiste, si j'avais le droit de prendre la parole face à ces doctes députés. Alors je me suis rappelé quelque chose. D'abord, j'avais quelques diplômes. Deuxièmement, j'ai travaillé pendant 35 ans dans une entreprise, dans des entreprises du secteur privé. J'ai été manager. J'ai déjà été au chômage il y a 10 ans, et ce pendant 17 mois. Ensuite, j'ai traversé, bien entendu, une procédure de prud'homme. Et puis j'ai rebondi il y a 10 ans dans une nouvelle entreprise. Je viens de connaître un PSE il y a 6 mois, à l'âge de 58 ans. Et je viens de créer mon entreprise de conseil et de formation. Je vais d'ailleurs devoir l'abandonner si j'ai bien compris. J'ai fait du télétravail depuis plus de 10 ans. Et grâce à ce télétravail, j'ai pu emmener mes enfants tous les matins à l'école. D'accord ? J'avais des jumeaux. Bon. Un exemple parmi d'autres. Je me suis donc demandé quels étaient ces doctes savants qui nous parlaient si bien des entreprises, des salaires, des PME, bref, du dialogue social, en invitant bien entendu tous les philosophes dans l'hémicycle. Ils nous expliquent avec ferme conviction qu'ils n'ont pas de certitude, mais avec certitude, ils nous expliquent qu'ils n'ont pas confiance. En un mot, je me suis demandé, chers collègues, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà travaillé dans une entreprise privée ? Avez-vous déjà été licencié ? Avez-vous déjà été au chômage pendant plus d'1 an ? Avez-vous déjà connu une procédure de prud'homme ? Avez-vous déjà créé une entreprise ? Avez-vous déjà fait du télétravail ? Eh bien, pour la quasi-totalité d'entre vous, je sais que la réponse est non à toutes ces questions. Je vous invite donc à beaucoup plus d'humilité Monsieur quand vous nous Ruffin, parlez la du parole est à travail. Monsieur Merci. Daréville, s'il vous plaît. Monsieur Ruffin, vous avez souhaité réagir à la position de la Commission et du gouvernement. Non, écoutez, je voudrais réagir à l'interpellation tout à l'heure de notre camarade de En Marche, puisqu'il nous demande qu'est-ce que vous avez fait auparavant dans votre vie. On va le dire, pour ma part en tout cas, moi je suis quasiment un petit patron, puisque j'ai fondé sous forme associative, mais un journal il y a maintenant 18 ans, donc je sais ce que ça signifie payer des cotisations, je sais ce que ça signifie rencontrer les administrations, il y a désormais 5 salariés, et ainsi de suite. J'ai pas eu à affronter le tribunal des prud'hommes, je m'en félicite. Je ne sais pas si ça m'arrivera un jour, hein, nul n'est à l'abri de ça. Mais voilà, donc simplement, ensuite j'ai traversé un certain nombre de contrats précaires, j'ai été intermittent, j'ai été licencié, plan social à France Inter. Bon voilà, c'est pour dire que je réponds à la question qui nous est posée par ce député, donc je souhaiterais maintenant qu'on réponde à ma question. Ah bah oui, ma question, je la répète, puisque j'ai toujours pas de réponse sur l'énigme que j'ai posée tout à l'heure, à savoir 870 suppressions de postes en CDI aujourd'hui chez Auchan, plus 14% de bénéfices dans l'année, plus 75% de dividendes. Monsieur Gérard Mullier, qui a une fortune à hauteur de 26 milliards d'euros, que la famille place largement en Belgique. D'ailleurs, il y a une perquisition au domicile familial. J'approfondis le dossier à mesure. Perquisition au domicile familial pour soupçon de blanchiment. Bon, à nouveau, qu'est-ce que vous allez faire dans cette assemblée pour vous interposer avec toute la virulence qui est la vôtre, l'enthousiasme qu'on sent ici, parfois on s'adresse à des bancs rouges aussi, mais pour vous interposer entre l'agresseur économique et l'agressé, et qu'est-ce que vous prévoyez pour que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir? Je vous remercie, j'attends votre réponse. Merci, Monsieur le Président. Bon, je vais répondre à Monsieur Ruffin. Voilà, c'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole. Je veux d'abord remercier le cabinet qui nous a permis d'avoir ces réponses, puisque vous vouliez une réponse. Je vous donne les réponses. Sur Auchan, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est un PSE signé à la majorité. 50 millions d'euros sont dotés. 937 emplois, vous l'avez noté tout à l'heure, supprimés, mais aussi 475 autres emplois créés. Donc il y a au total, effectivement, 450 emplois supprimés. Dans l'accord PSE, des pré-retraites, plan de mobilité volontaire avec accompagnement psychologique, aide à la création et reprise d'entreprise et prise en charge de
Ça, je n'arrive plus à lire. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que je voulais vous répondre. On a cherché pour ne pas vous rester dans le doute. Et moi, je voudrais du coup vous renvoyer une autre question. Et là, c'est pour M. Vulfranc. Tout à l'heure, j'étais assez choqué de vos propos. Je pense que c'était pour un peu provoquer. Vous m'avez dit, enfin en tout cas vous avez dit, mais vous me regardiez dans les yeux en me disant que nous prospérions sur la misère. Vous êtes parti ensuite probablement à la buvette. Je voulais juste que vous enleviez ces propos parce que j'ai trouvé que c'était relativement outrancier. J'espère et je pense que c'était un jeu de mots. Donc je préfère que vous puissiez le préciser. Merci. Merci. L'amendement 146 est présenté par le groupe de la France Insoumise, par Madame Fiat. Donc à ce jour, Madame la Ministre, dans les établissements de soins, les soignants de nuit peuvent être 3 pour 180 résidents, voire 2 si une collègue épuisée au dernier moment et se retrouve en arrêt non remplacé. Je n'apprendrai rien à ma collègue Audrey Dufeu-Schubert, étant elle-même directrice d'un établissement de santé. 3 personnes pour 180 résidents, cela veut dire soins effectués vitesse rapide au détriment du patient qui mérite mieux que ça. Ça veut dire aussi que nous sommes seuls face aux patients. Les pratiques ergonomiques ne peuvent donc pas être pratiquées. La personne malade subit une maltraitance dans les gestes de latéralisation, pourtant si importants. Je ne vous parle pas de nos maux quotidiens liés à ces actes. Par ces choix économiques, nous pratiquons une maltraitance institutionnelle, chose tellement difficile que les collègues en ont mis fin à leur jour. Madame la ministre, il y a effectivement des problèmes en ce qui concerne le travail de nuit. Et il va falloir expliquer que désormais, comme tout vient des accords d'entreprise avec cette inversion de la hiérarchie des normes, que le travail de nuit peut commencer à 21h dans l'établissement A et à 23h dans l'établissement B. En plus de conditions difficiles, vous mettez en concurrence les conditions de traitement de salaire. En votant cet amendement, vous voterez contre cette compétition au détriment des humains axés uniquement sur comment économiser quelques euros sans changer le travail à effectuer. Fiat pour l'amendement 397. Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne sais pas si on dit, mais Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président par intérim, parce que vous êtes finalement vous-même précaire. Je vous remercie de me redonner la parole parce qu'il y a un certain nombre de collègues qui paraillaient sur le fait que je l'aurais plus. Donc voilà. Je voudrais répondre à Monsieur Maillard, puisqu'on a engagé un dialogue, et je vous assure que c'est la dernière fois que vous m'entendrez ce soir, comme ça. Là, on va avoir la suppression de 500 emplois, donc au final, hein, dans un groupe qui se porte bien. On nous dit qu'il y a un PSE qui est financé à hauteur de 50 millions d'euros. J'aimerais livrer une autre information quand même, c'est qu'on a un crédit d'impôt compétitivité emploi qui a été livré à hauteur de 88 millions d'euros, puisque Auchan est l'un des principaux groupes qui reçoit le CICE. Je repose la question aux collègues de La République En Marche. Est-ce que vous trouvez cette situation normale, qui est près de 500 emplois supprimés dans un groupe qui se porte bien ? Je crois que nous ne sommes pas dans un dialogue entre parlementaires. Je termine. Souhaitiez-vous réagir à la position du gouvernement? C'est la dernière fois que vous m'entendez ce soir. Commission. Moi, je souhaite quand même avoir une réponse à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi qui va permettre de venir se poser là entre l'agresseur et l'agressé dans le cas d'une agression économique? Monsieur Ruffin, nous allons passer au vote sur ces amendements. Nous passons à l'examen de l'amendement 127 présenté par Monsieur Corbière. Oui, amendement 127, mais avant, vous me le compterez sur mon temps, mais un petit point d'ordre sur la manière dont tout à l'heure notre collègue nous a interpellé sur son parcours professionnel. Je l'invite à rester prudent avec cette méthode. Déjà, ça manque de respect. Mais si, vu que ses collègues de République En Marche sont applaudis, j'invite chacun à dire publiquement ce qu'il faisait dans la vie, sa rémunération, et nous le ferons également. Et même, pourquoi pas, le gouvernement, je suis prêt à voir dans le détail qui dans sa vie. Mais donc, ce n'est pas un argument d'autorité. Moi, je suis enseignant en lycée professionnel depuis 1995, j'en suis fier. Est-ce que le statut de fonctionnaire doit me faire fermer le bec pour m'exprimer sur le sujet? Je ne crois pas. Donc, méfions-nous avec ces arguments d'autorité. Nous avons tous le droit de nous exprimer, vous comme nous, et nous faisons entendre des exemples concrets pour illustrer ce que nous pensons. Je viens au travail de nuit. Mon collègue qui a pris la parole précédemment a dit une chose fort vraie. Je vais le résumer en une phrase. Le travail de nuit nuit. Tous les rapports sur la santé le démontrent régulièrement. Le cancer, diabète, des troubles psychiques. Donc nous devons, nous comme législateurs, avoir une opinion, voulons-nous ou non la généralisation du travail de nuit. Il s'avère que depuis 1991, c'est 1 million de salariés supplémentaires qui travaillent la nuit. Quelle est notre opinion là-dessus? Est-ce que nous laissons faire? Voire même, comme vient de le dire Madame le Ministre, nous sommes en train d'assouplir pour faire en sorte que le temps d'habillement, c'est une perle, Madame le Ministre, ce que vous venez de nous dire. Vous voulez élargir pour en faire en quelque sorte que le temps d'habillement ne soit pas, si j'ai bien compris, sur le temps de travail, mais en quelque sorte sur le temps de repos.
Alors sur le temps de travail précisément que les employeurs payent. Quel est l'intérêt d'assouplir les choses? Ça doit être intégré précisément dans le temps de travail. Nous vous proposons, pour aller à l'essentiel, un amendement qui donne un point de vue politique sur cette affaire du travail de nuit, qui vise à donner un acquis social. Nous proposons, dans le cadre de l'amendement que je soumets à votre vote, le fait de faire passer désormais ce qui est considéré comme travail de nuit de 20h à 8h. Comme ça coûtera plus cher aux employeurs, ça les dissuadera d'utiliser cela et ça permet aux salariés qui subissent le travail de nuit d'avoir de meilleures conditions de rémunération. Enfin, votez, profitez de l'occasion, on fait un acquis social dont vous serez fiers. Merci, Monsieur Corbière. Monsieur le rapporteur, pour l'avis de la commission. Oui, merci Monsieur le Président. Donc la Commission a rejeté cet amendement. Effectivement, chers collègues, j'entends bien donc une petite précision, si je me suis mal exprimé tout à l'heure, il ne s'agit pas de supprimer le fait que le temps d'habillage, déshabillage soit rémunéré, hein, bien sûr. C'est simplement une précision du fait qu'il rentre ou pas dans le travail de nuit lorsque la période de travail n'est pas elle-même dans le travail de nuit. C'était simplement ça l'idée. Simplement je vais revenir maintenant directement sur votre amendement. En tout cas celui que vous avez défendu. Effectivement, vous proposez de ramener la période de nuit de 20h à 8h au lieu de 21h à 6h aujourd'hui. Je pense qu'au-delà de tout ce que vous avez évoqué sur le fait que le travail de nuit doit rester exceptionnel puisqu'il présente un certain nombre de risques, et je vous entends bien là-dessus, on ne peut pas non plus quand même dire que pour tous ceux qui souhaitent d'ailleurs démarrer un petit peu plus tôt le matin, et je crois que ça correspond aussi à une nouvelle organisation de vie, aussi au fait que parfois les transports sont compliqués, lorsqu'on doit commencer à 8h et qu'on préfère démarrer à 7h, à une organisation de vie plus personnelle, parce que parfois certaines mamans ou certains papas souhaitent démarrer plus tôt pour aller chercher leurs enfants à l'école un peu plus tôt aussi. Bref, tout ça, ça doit correspondre aussi à une organisation de vie dans la société, et donc vous comprendrez que je ne peux pas être favorable, chers collègues, à votre amendement qui propose de ramener les heures de nuit de 20h à 8h du matin au lieu de 21h à 6h aujourd'hui. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quelle est la position du gouvernement? Même avis que le rapporteur. Merci, Madame la ministre. Monsieur Corbière souhaitait réagir. Pris que le nouveau slogan du patronat que vous représentez, c'est Nuit debout, y compris pour les salariés. Franchement, monsieur le rapporteur, est-ce que vous pensez que c'est par une espèce d'organisation libre et heureuse que des gens font le choix de commencer à travailler dès 7h du matin? Enfin, soyons raisonnables, c'est du temps subi, de l'élargissement du temps de travail subi, extrêmement désagréable. Vous le dites vous-même dans votre exemple, qui trouble la vie, la possibilité d'amener ses enfants à l'école. Enfin, tout ça doit être exceptionnel. Vous n'avez pas répondu à une chose, comme j'ai dit, c'est que l'évolution générale aujourd'hui du travail fait que de plus en plus de gens travaillent la nuit et que ça n'est pas les maladies au travail s'élargissent précisément sur ce point. Bon, je conclus là-dessus. Quelle opinion nous avons, nous, comme législateurs là-dessus? Nous laissons faire. À l'image de mon camarade Ruffin, je pose la question, qu'est-ce qu'on en pense là-dessus? On n'en pense rien. On laisse faire ça aux négociations syndicales. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis député, je ne suis pas dirigeant syndical. Et d'un point de vue comme député et responsable politique, je considère que c'est une mauvaise chose pour l'intérêt général et la société que le travail de nuit s'élargisse. Je vous proposais un acquis social, vous n'en voulez pas, c'est bien dommage. Merci, Monsieur Corbière. Nous passons à l'examen des amendements identiques 135 et 408. La parole est à Monsieur Coquerel. Bien, continuons notre travail de dérégulation. Enfin, peut-être allez-vous hésiter cette fois sur cet article, puisque, une fois de plus, il s'agit de favoriser et de sécuriser une disposition en droit de travail, en droit fiscal, qui est le prêt de main-d'œuvre. Alors aujourd'hui, le prêt de main-d'œuvre est très encadré par le Code du travail, ce qui permet notamment que, pour qu'il se fasse, il faut l'accord du salarié et il faut un certain nombre de règles. Là, vous proposez en réalité que sans accord du salarié, avec un assouplissement des clauses convenues entre les entreprises, un assouplissement des peines encourues en cas de prêt de main-d'œuvre illicite, eh bien, on recourt à ce procédé. Donc, nous proposons la suppression de cet alinéa et j'espère très franchement que vis-à-vis de ce procédé de plus en plus utilisé, on comprendra qu'il est peut-être licite, peut-être possible, mais que l'idée d'aller jusqu'à le sécuriser, l'élargir, je vois là encore pas trop l'intérêt des salariés. Très au sérieux notre débat, comme tous mes camarades. Nous ne sommes pas en train de faire du réglage technique et nous ne sommes pas en désaccord sur une telle mesure. C'est deux visions qui s'affrontent et admettons-le parce que ça donne de la dignité à notre débat. Je veux le redire. Comment, à notre avis, peut-être nous trompons-nous, voyez-vous les choses? En tout cas, comment comprenons-nous la logique de ces ordonnances?
Vous croyez, c'est une révolution de l'ordre public social, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous croyez à l'individualisation des rapports sociaux, que dis-je, peut-être même à leur atomisation au sens noble, hein, je veux dire de la réduire à la partie la plus petite, entrant en libre concurrence, un marché libre qui va finir par trouver un point d'équilibre en allouant correctement la ressource et en organisant les rapports sociaux. C'est une vision du monde. Bon, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, mais elle a sa cohérence et sa dignité, premièrement. Deuxièmement, nous ne croyons pas du tout à ça. Nous croyons que les rapports sociaux doivent procéder non pas du libre équilibre qui se construit dans leur confrontation, mais nous croyons qu'ils doivent procéder d'une régulation et que cette régulation doit procéder de l'intérêt général, lequel dépend entièrement de la volonté politique. C'est pourquoi vous avez entendu tant de fois mes collègues dire que le monde change, peut-être, mais nous avons à dire dans quel sens nous voulons qu'il change. Voilà ce qui nous distingue philosophiquement, pardon, je n'abuse pas, mais oui, mais on a le droit d'appeler la philosophie. D'autres ont réfléchi avant nous et utilisons ce qu'ils nous ont appris. Donc à l'article 1, la source de la norme devient l'entreprise. C'est l'inversion de la hiérarchie des normes. À l'article 2, le lieu dans l'entreprise, l'un des deux protagonistes se trouve réduit dans ses capacités d'action, le salarié. À l'article 3, l'enjeu de la discussion, à savoir la nature du contrat qui lie une partie à l'autre, est à son tour atomisé avec des contrats d'une nature exceptionnelle qui réduisent le CDI à n'être plus rien. Voilà la cohérence. Voilà sur quoi nous nous affrontons et voilà pourquoi ce débat est un grand débat, sinon que sa conclusion et sa forme, l'ordonnance, le brutalise et que nous sommes tous victimes de cette brutalisation. Merci, voilà. Monsieur Mélenchon. Il s'agit, à travers l'amendement présenté, d'interdire ou du moins de limiter les licenciements économiques boursiers et notamment de les interdire en ajoutant 2 alinéas à l'article L122-33-2 du Code du travail lorsque les entreprises dégagent des réserves, réalisent un résultat net ou d'exploitation positif au cours des 2 dernières années et d'interdire ces licenciements économique lorsque l'entreprise a distribué des dividendes, des stocks options, bref, lorsqu'elle est dans une posture indécente ne permettant pas de justifier les licenciements. On est là bien loin des larmes de crocodile sur les TPE, PME, PMI. On est là dans les situations de grands groupes qui dégagent du bénéfice, distribuent des dividendes, distribuent des stocks options et tout de même justifient de licenciements économiques. L'amendement que nous vous proposons vous permet peut-être, là, cette fois-ci, de faire la démonstration que vous êtes une majorité avec un cœur, ce dont je ne doute pas, et nous vous proposons de le démontrer concrètement en votant cet amendement qui vise à interdire les licenciements boursiers. Chiche. Merci, Monsieur Jumel. Je passe la parole au rapporteur pour l'avis de la Commission. Oui, merci Monsieur le Président. Pour répondre à notre collègue le député Jumel, un élément, parce qu'effectivement j'entends bien son intention et je suis persuadé qu'elle est bonne. En effet, personne ne souhaite qu'une entreprise qui réalise un bénéfice ou même distribue des dividendes à ses actionnaires puisse toute impunité licencier des salariés dans le même temps pour des raisons d'opportunité financière. Donc je crois qu'on est très au clair là-dessus tous. Néanmoins, juridiquement, un tel amendement pose problème au regard de la liberté d'entreprendre et très clairement, chers collègues, le Conseil constitutionnel n'hésiterait sans doute pas à censurer une telle disposition. Il n'est pas possible d'encadrer le pouvoir de direction de l'employeur et de poser une entrave à la liberté d'entreprendre en allant jusqu'à interdire à une entreprise de rompre un ou des contrats avec ses salariés. Voilà, même si je comprends bien votre intention, la Commission a repoussé, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, pour l'avis du gouvernement. Même avis que le rapporteur. Monsieur Mélenchon, vous avez demandé la parole. Oui, pour dire que pour ma part, je me réjouis de la déclaration du rapporteur parce qu'elle a le mérite de la clarté. Je rappelle à tout le monde que les débats de l'Assemblée participent ou peuvent servir de référence pour l'interprétation de la loi lorsqu'il y a doute ou lorsqu'il y a discussion. Je m'empresse d'ailleurs de vous dire que les débats tels qu'ils sont là, nous allons nous en saisir sur chacun des points sur lesquels nous vous avons interpellé et où vous nous avez fait une réponse qui allait dans notre sens en nous disant que votre texte répondait à notre demande. Donc quand on va avoir le texte définitif, les débats serviront à éclairer si ce que vous avez fait
de ce débat ici a été utilisé dans la rédaction finale des ordonnances. Je le signale parce que ce qui vient d'être dit est quand même très important, c'est que le rapporteur dit « Nous sommes tous d'accord pour ne pas accepter qu'il y ait ce que l'on appelle des licenciements boursiers, c'est-à-dire des licenciements qui n'ont aucun autre objectif que de faire croître la valeur en bourse d'une entreprise. » Ce n'est pas tous les jours qu'on entend ça. Nous sommes très contents d'entendre ça. Donc ça veut dire que dans les ordonnances, on va retrouver une indication sur le sujet. Car si nous sommes tous d'accord, alors on va faire quelque chose, parce que des licenciements boursiers, il y en a, et comment ça se fait qu'on ne fait rien contre? On nous dit c'est la liberté d'entreprendre. Vous avez raison, c'est dans ce sens déjà une fois que le Conseil constitutionnel a tranché pour empêcher des mesures de cette nature. Vous avez donc parfaitement raison, monsieur le rapporteur. Mais justement, la liberté d'entreprendre doit-elle être confondue avec le droit de la propriété? Et s'il y a droit de la propriété plus fort que le droit de celui qui est employé, doit-on imaginer que la liberté soit la propriété soit autre chose qu'un droit d'usage comme un autre, comme l'a dit si bien et si indépassablement Maximilien Robespierre et quelques autres ensuite dans cette Assemblée? Voilà les questions sur lesquelles on doit pouvoir répondre, et je pense que c'est un débat qui mérite mieux qu'une formule sur laquelle on terminerait la soirée.